Ma sœur a levé son verre et a dit, à la santé des Hernandez, sauf pour Elena, la ratée de la famille qui n'a que de l'argent. Mes parents ont ri. Puis, j'ai levé mon verre et j'ai dit, à la ratée qui va cesser de payer pour ton mariage. Aujourd'hui, la maison semble paisible. Le soleil de l'après-midi entre par la fenêtre, peignant une image de paix que je n'aurais jamais cru possible. Je respire profondément, et l'air ne me brûle pas la poitrine. Mais il fut un temps, pas si lointain, où l'air de ma propre maison, le nid qui était censé être le mien, m'étouffait. Tout a commencé, ou peut-être culminé, cette nuit-là. Je m'appelle Elena. J'ai 35 ans et, selon la plupart du monde extérieur, je suis une femme qui a réussi. J'ai ma propre entreprise d'organisation d'événements, l'une de celles qui planifie des mariages et des quinzeaneras qui apparaissent dans les magazines. Je gagne bien ma vie, j'ai un bel appartement dans un bon quartier de Mexico. Mais pour ma famille, la famille Hernandez, j'étais simplement la ratée. Pourquoi ? Parce qu'à leurs yeux, à 35 ans, je suis toujours célibataire, sans enfant, et entièrement dévouée à mon travail au lieu d'avoir trouvé un bon parti et fondé une vraie famille. Ce qu'ils oubliaient commodément, ou faisaient semblant d'oublier, c'est que cette ratée était le pilier financier de la famille depuis des années. Je paie les études universitaires de Lucia, ma sœur cadette, parce qu'elle avait du potentiel. Je lui ai donné la compte pour sa première voiture parce qu'elle avait besoin d'indépendance. J'ai couvert les factures médicales exorbitantes de papa quand nous n'avions pas d'assurance décente. Je me souviens de cette nuit terrible aux urgences, quand sa douleur à la poitrine nous avait tous terrifiés. L'administratrice de l'hôpital s'est approchée de moi en premier, pas de ma mère, avec des formulaires et des questions de paiement. Même dans ce moment de peur, j'étais celle qu'ils identifiaient comme le soutien financier. Je les ai aidés à payer des dettes dont je n'ai jamais vraiment compris l'origine. Des cartes de crédit mystérieusement plafonnées, des prêts dont je n'apprenais l'existence que lorsqu'ils avaient besoin d'être sauvés. Je n'ai jamais remis en question les raisons de ces urgences financières. C'était la famille, et la famille s'entraide. C'était mon mantra. Je croyais en la famille avec une ferveur qui me fait honte aujourd'hui. Je croyais que l'amour signifiait le sacrifice. Que donner unissait, qu'un jour il verrait ma valeur au-delà de mon chéquier. Je pensais que si je donnais assez, si je me sacrifiais assez, il finirait par me reconnaître. Quelle naïveté. Comme je me suis désespérément accrochée au fantasme d'être appréciée, alors que tout ce qu'il voyait était un distributeur automatique pratique sans limite de retrait. Le dîner de fiançailles de Lucia et Miguel était le cadre parfait pour l'acte final de cette pièce de théâtre familiale. La maison de mes parents était éblouissante. Maman avait passé des semaines à préparer, m'appelant presque tous les jours pour des contributions financières. Elena, nous devons commander les chaises spéciales, disait-elle. Ou, Elena, la famille de Miguel s'attend à du champagne de première qualité, pas le champagne ordinaire. Chaque appel se terminait par une notification de virement bancaire sur mon téléphone. Maman s'était donné beaucoup de mal, obsédée par l'idée de rendre tout parfait pour la famille de Miguel, qui est de la « bonne société », le genre de famille avec laquelle mes parents avaient toujours aspiré à se lier. Riche, traditionnelle, avec de l'argent ancien et des noms encore plus anciens. Il y avait des fleurs partout, des lys et des orchidées importées que j'avais payées, arrangées par le fleuriste hors de prix sur lequel maman avait insisté, le seul acceptable. Des bougies scintillaient dans des bougeoirs en cristal achetés spécialement pour l'occasion avec ma carte de crédit. Et cet arôme incomparable de la paella spéciale de maman flottait dans l'air, une recette qu'elle avait apprise au cours de cuisine que je lui avais offert pour Noël dernier, et qu'elle ne préparait que pour les grandes occasions. Les ingrédients, bien sûr, avaient été livrés plus tôt dans la journée, facturés sur mon compte. Le son des rires et des conversations remplissait la salle à manger, créant une bulle de bonheur apparent, une façade parfaite qui m'avait coûté près de 3 mois de bénéfices de mon entreprise. Tout le monde était là. Papa, dans son nouveau costume que j'avais payé, découpant le jambon serrano comme le fier patriarche qu'il se sentait être, distribuant des tapes dans le dos et de vieilles blagues. Maman, élégante, servant le vin avec un sourire crispé, laissant entendre à quel point il avait été difficile de tout organiser. Des oncles, des cousins, admirant la bague de Lucia, la félicitant avec effusion. Et Lucia.
Lucia était radieuse, comme toujours. Ma sœur, la princesse de la famille, avec son sourire parfait, sa coiffure impeccable, son petit ami Miguel à ses côtés, la regardant comme si elle était le soleil. Ils parlaient du mariage, des projets, de la lune de miel, des projets qui, je le savais, sortiraient en grande partie de mon compte. Ils avaient décidé de faire les choses en grand, le meilleur lieu, le traiteur le plus cher, le groupe de musique à la mode. Et moi, la ratée, je paierais la note. J'étais assise dans un coin de la longue table, essayant de sourire, hochant la tête, répondant à des questions superficielles. Je sentais cette pointe habituelle dans mon estomac, cette sensation d'être physiquement présente mais émotionnellement absente. Comme une invitée payante dans l'histoire de ma propre famille. Chaque compliment à Lucia, chaque mention du mariage, était un rappel de mon rôle secondaire, celui de la sœur riche qui sponsorise mais ne participe pas à la vraie vie. La tension sous-jacente, invisible pour Miguel et sa famille, mais palpable pour quiconque connaissait la famille Hernandez, vibrait dans l'air. C'était comme si nous marchions tous sur des œufs, souriant, sachant qu'à tout moment quelque chose pouvait se briser. Et cette nuit-là, ça s'est brisé. Le moment du toast officiel est arrivé. Papa s'est raclé la gorge et a levé son verre, prononçant les mots attendus sur le bonheur et l'avenir. Puis ce fut le tour de Lucia. Elle s'est levée dans sa robe de soie que j'avais également payée, et a levé son verre avec ce sourire qui pourrait charmer le diable. La salle à manger est tombée dans un silence attentif. Et puis elle a prononcé les mots qui ont brûlé mon âme comme de l'acide. À la santé de la famille Hernandez, à notre famille, au succès, à l'avenir, à l'amour. À la santé de tous. Elle a fait une pause, son regard a croisé le mien à travers la table, et son sourire s'est élargi cruellement. Sauf pour Elena, bien sûr. La ratée de la famille, qui n'a que de l'argent. Un silence momentané, tendu, a flotté dans l'air. Et puis, les rires. Les rires de mes parents, un rire aigu et moqueur qui a résonné comme du verre brisé en moi. Maman a gloussé et a hoché la tête. Papa a ricané et a donné une tape sur le bras de Lucia. Certains oncles ont ri nerveusement, ne comprenant pas tout à fait la cruauté, mais suivant le courant familial. J'ai eu l'impression de me noyer. Ma poitrine s'est serrée comme si du fil de fer barbelé avait été enroulé autour de mes poumons. Les mots de Lucia n'étaient pas une blague. C'était une gifle publique, validée par mes propres parents. À cet instant, quelque chose en moi a basculé. Ce n'était pas seulement de la douleur. C'était une fureur glaciale, une clarté brutale. J'ai vu toute mon histoire avec eux se dérouler devant mes yeux. Les sacrifices ignorés, le mépris déguisé, l'exploitation constante. Qui n'a que de l'argent. C'était ma définition pour eux. Pas mes efforts, pas mon succès professionnel, pas mon soutien inconditionnel. Juste l'argent que je leur donnais. J'ai baissé mon verre, puis je l'ai relevé lentement. Mes mains tremblaient légèrement, mais ma voix, quand j'ai parlé, était étonnamment ferme et claire. Elle a fait taire tous les rires. Et moi, ai-je dit, ma voix résonnant dans le silence désormais total de la salle à manger. J'ai regardé directement Lucia, puis mes parents, dont les sourires s'étaient figés sur leurs visages. Je porte un toast à la ratée. J'ai marqué une pause. La tension était palpable. Je pouvais sentir la peur naissante se mêler à l'arôme de la paella et des fleurs. J'ai terminé mon toast avec un calme terrifiant. À la ratée. Qui va cesser de payer pour ton mariage? La réaction a été instantanée. Il n'y avait plus de rire. Il y a eu un silence sépulcral, seulement brisé par le son de quelqu'un qui toussait mal à l'aise. Les visages de mes parents et de Lucia ont pâli. Leurs yeux se sont écarquillés d'incrédulité, puis de colère. Miguel avait l'air complètement perdu. Personne n'a rien dit. L'atmosphère est devenue dense, oppressante. La bulle de bonheur parfait de la famille Hernandez venait d'éclater en 1000 morceaux. J'ai posé le verre sur la table avec précaution. Je me suis levée. Tout le monde me regardait. Je pouvais sentir le poids de Santieux sur moi. La maison où j'avais grandi me semblait soudain étrangère. Chaque photo de famille sur le mur semblait être une accusation. « Excusez-moi » ai-je dit,
ma voix toujours basse, mais ferme. Il semble que j'ai perdu l'appétit. J'ai quitté la salle à manger, la maison, sans regarder en arrière. L'air froid de la nuit a été un soulagement sur mon visage brûlant. Je suis montée dans ma voiture et j'ai roulé sans but pendant un moment, les mots de Lucia et les rires de mes parents se répétant dans ma tête comme un écho cruel et sans fin. Ma poitrine était toujours serrée, mais sous la douleur, la rage grandissait, forte et claire. Ce n'était plus seulement de la douleur. C'était de la détermination. Je suis arrivée à mon appartement et je me suis effondrée sur le canapé. Les photos encadrées sur mon mur, des photos de réunions de famille, d'anniversaires, de vacances, semblaient maintenant se moquer de moi. Sur l'une d'elles, Lucia et moi étions bras dessus, bras dessous à sa remise de diplôme universitaire, toutes deux souriantes. J'avais été si fière ce jour-là, sentant que je l'avais aidée à accomplir quelque chose d'important. Maintenant, la photo me semblait être la preuve de ma propre dévotion aveugle à une mythologie familiale que je m'étais créée dans ma tête. Les larmes sont venues alors, chaudes et amères, coulant sur mon visage et trempant le col de ma blouse coûteuse, un autre article que j'avais acheté pour impressionner ma famille au dîner, pour prouver en quelque sorte que je n'étais pas la ratée qu'ils pensaient que j'étais. J'ai pleuré pour la fille qui avait toujours voulu l'approbation de ses parents. Pour la petite Elena qui ramenait des notes parfaites à la maison, seulement pour qu'on y jette un coup d'œil distrait alors que les réussites médiocres de Lucia étaient célébrées avec faste. J'ai pleuré pour la sœur qui croyait au lien du sang, qui défendait Lucia contre les brutes de l'enfance et qui, plus tard, payait ses dettes sans poser de questions. J'ai pleuré pour la femme qui s'était laissée utiliser, qui avait mesuré sa valeur à la quantité qu'elle pouvait donner, à la quantité qu'elle pouvait endurer. J'ai pleuré pour l'humiliation, pour l'injustice, pour des années de sacrifices invisibles. J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes, jusqu'à ce que l'épuisement me laisse vide. Mais dans ce vide, quelque chose de nouveau a commencé à grandir. Une résolution, froide et dure comme le diamant. Je n'allais plus être la ratée. Je n'allais plus être le portefeuille. Je n'allais plus me laisser piétiner. Mon échec à leurs yeux était ma liberté pour moi. Et mon argent, qu'ils méprisaient tant quand il venait de moi mais qu'ils voulaient tant quand il allait vers eux, deviendrait mon outil. Le téléphone a commencé à sonner. Message, appel. J'ai ignoré la première salve. Mon téléphone a vibré sans cesse toute la nuit, illuminant l'obscurité de ma chambre toutes les quelques minutes. Au matin, j'avais 37 appels manqués de ma mère, 23 de Lucia et une douzaine de mon père. Le groupe WhatsApp familial, habituellement dormant sauf quand quelqu'un avait besoin d'argent, avait explosé de messages, la plupart dirigés contre moi, remettant en question ma santé mentale, ma loyauté, ma décence la plus élémentaire. Je savais ce qui allait suivre. Des tentatives de minimiser, de me blâmer, de me manipuler pour que je revienne sur ma déclaration et que j'ouvre à nouveau mon portefeuille. J'ai fait défiler les notifications sans les ouvrir, voyant juste assez de chaque aperçu pour comprendre leur tactique. Elena, comment as-tu pu dire ça? Tout le monde est choqué. Les parents de Miguel pensent que nous sommes une famille dysfonctionnelle maintenant, disait un message de maman. Quelle honte tu nous as fait subir, un autre message de maman envoyé à 3h14 du matin, probablement après avoir bu trop de ce vin cher que j'avais fourni pour le dîner. C'était une blague, Elena. Toujours aussi dramatique, venait de Lucia, accompagnée d'émojis qui roulent des yeux, comme pour souligner à quel point j'étais déraisonnable. Nous devons parler. Ton attitude est inacceptable, de papa. Son message était dépourvu de toute reconnaissance que, peut-être, juste peut-être, c'était leur attitude qui était finalement devenue inacceptable pour moi. J'ai supprimé les messages sans répondre. Je ne leur devais rien. Ni une explication, ni des excuses. La première chose que j'ai faite le lendemain a été d'appeler Sofia. Sofia est ma meilleure amie depuis l'université. Elle m'a toujours dit, Elena, tu ne leur dois rien. Tu construis ta vie pendant qu'ils vivent de la tienne. Sofia, avec sa voix calme mais ferme, a écouté mon histoire. Elle n'a montré aucune surprise. Ils l'ont fait, n'est-ce pas? Je savais qu'ils franchiraient la ligne tôt ou tard. Sa validation a été comme un baume. Elle m'a fait sentir que je n'étais pas folle, que je n'avais pas surréagi. Elle m'a donné le premier conseil pratique.
Documente tout, Elena. Chaque virement, chaque message, chaque email où il te demande de l'argent. Tu dois tout avoir par écrit. J'ai passé les jours suivants immergés dans les relevés de compte, les vieux emails, les conversations WhatsApp. Ma table de salle à manger a disparu sous des piles de papiers imprimés, les sections surlignées brillant d'un néon sur le fond blanc. Chaque document représentait un moment où j'avais choisi l'obligation familiale plutôt que l'autopréservation. C'était un voyage douloureux dans le passé, un décompte de chaque fois que j'avais dit oui quand j'aurais dû dire non. Chaque fois que j'avais transféré de l'argent sans remettre en question le but. Chaque fois que j'avais accepté des explications vagues parce que les contester me semblaient déloyales. Chaque virement était un coup de poignard. 20 000 pesos pour les frais de scolarité de Lucia dans cette université privée qu'elle tenait à fréquenter, alors qu'elle avait des bourses pour de très bonnes universités publiques. 45 000 pour la compte de sa voiture européenne, alors qu'un modèle national lui aurait très bien servi. 80 000 pour les factures de dentiste de papa parce qu'il insistait pour voir ce dentiste de célébrité qui traitait les stars de telenovela. 150 000 pour le voyage familial à Cancun où j'avais une chambre pour moi seule mais où j'ai fini par payer l'hébergement, les repas et les excursions de tout le monde. Regarder les chiffres bruts sur les relevés, sans la manipulation émotionnelle qui accompagnait généralement les demandes, était éclairant et dévastateur. Voir les chiffres tous ensemble était accablant. Colonne après colonne de virements sortants, chacun décrit avec une étiquette bancaire rapide et clinique qui dépouillait la culpabilité et l'obligation qui les avait provoqués. Virement à L. Hernandez, paiement, services hospitaliers, acompte, agence de voyage. Les totaux au bas de chaque page devenaient de plus en plus alarmants à mesure que je remontais dans des années d'archives financières. C'était une somme énorme d'argent, une partie importante de ce que j'avais gagné avec tant d'efforts au fil des ans. Et c'est au cours de cette excavation dans le passé que j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Je cherchais de vieux emails de mes parents sur les dépenses universitaires et je suis tombée sur une chaîne de mails datant d'environ 10 ans entre maman, papa et un avocat. Il parlait de la distribution des biens de grand-mère Carmen. Ma grand-mère maternelle était décédée quand j'étais jeune, et il m'avait toujours dit qu'elle n'avait presque rien laissé. Mais dans ces emails, il était question d'une petite propriété dans une ville du Jalisco et d'une somme d'argent que grand-mère Carmen voulait spécifiquement me laisser pour mon avenir et mon éducation. Le total n'était pas une fortune, mais c'était un montant considérable à l'époque, plus que suffisant pour mes frais de scolarité universitaire. Les emails détaillaient comment papa et maman pourraient rapidement vendre la propriété et rediriger l'argent et les liquidités pour couvrir certaines de leurs dettes urgentes, justifiant que j'étais encore jeune et que je n'avais pas besoin de ce fardeau. Ils se sont assurés que je ne le découvrirais jamais. Ils avaient volé mon propre héritage. La découverte a été dévastatrice. Ce n'était pas seulement qu'ils m'avaient exploité financièrement pendant des années, extrayant de l'argent avec une combinaison de culpabilité, d'obligation et de gratitude manipulatrice. C'est qu'ils m'avaient menti et volé quelque chose qui m'appartenait légitimement depuis une décennie. Quelque chose que ma grand-mère avait spécifiquement prévu pour moi, pas pour leurs factures de carte de crédit ou les nouvelles entreprises de papa qui échouaient inévitablement. Je me suis souvenu comment ils avaient parlé de grand-mère Carmen après sa mort. Elle était toujours frugale. Ta grand-mère, disait maman avec un léger pli sur les lèvres, a vécu simplement, est morte simplement, n'a laissé que des souvenirs. Et je l'avais cru. J'avais chéri ces souvenirs de la petite cuisine de grand-mère remplie de l'odeur du pain frais, de ses mains patientes m'apprenant à broder, de sa dignité tranquille qui, d'une manière ou d'une autre, ne cadrait jamais tout à fait avec le reste de la bruyante famille Hernandez. Maintenant, je comprenais pourquoi elle avait été différente. Elle avait peut-être vu clair en eux. Et dans son dernier acte, elle avait essayé de me donner une base, un départ qui n'était pas lié à leur contrôle. La rage initiale s'est transformée en une détermination glaciale. J'ai imprimé ces emails aussi, créant un dossier séparé intitulé « Héritage ». J'ai ajouté des notes, des dates, des calculs de ce que cette somme, correctement investie, aurait pu devenir au cours de la dernière décennie. Ce n'était plus seulement une question de mariage. Ce n'était plus à propos du toast cruel de Lucia ou des rires de mes parents. C'était un schéma de tromperie et de manipulation de toute une vie. Les appels et les messages de mes parents sont devenus plus insistants, puis plus agressifs.
Ils exigeaient de savoir si j'étais sérieuse au sujet du mariage. Lucia m'a envoyé des messages vocaux en pleurant, disant que je ruinais son rêve. Papa m'a menacé de poursuites judiciaires si je ne respectais pas nos accords. Maman tombait malade à cause de moi. C'est alors que j'ai décidé que j'avais besoin d'une aide professionnelle. Suivant les conseils de Sophia et la recommandation d'une collègue, j'ai contacté une avocate spécialisée en droit de la famille et en droit civil, Maître Robles. Je lui ai raconté mon histoire, lui ai montré la documentation que j'avais rassemblée, le cœur serré, lui ai montré les emails concernant l'héritage de ma grand-mère. Maître Robles, une femme d'âge mûr au regard pénétrant mais bienveillant, a écouté attentivement. Elle a confirmé ce que je craignais, j'avais un dossier, non seulement pour me protéger de leurs menaces concernant le mariage, mais pour réclamer ma part de l'héritage volé et peut-être même une compensation pour des années d'enrichissement sans cause si nous pouvions prouver que mon soutien n'était pas volontaire, mais le produit d'une manipulation. Elena, m'a-t-elle dit, vous avez été victime d'abus financiers et émotionnels pendant des années. Ce que vous avez fait en levant votre verre était un acte de légitime défense. Ces paroles m'ont donné une force immense. Je n'étais plus seule. J'avais une stratège à mes côtés. Suivant les conseils de Maître Robles, j'ai envoyé une lettre officielle à mes parents et à Lucia. J'ai passé des heures à la rédiger avec l'avocate, choisissant chaque mot avec soin. Nous avons opté pour du papier cartonné couleur crème avec l'entête de mon entreprise, un rappel de mon succès professionnel qu'il rejetait si facilement. La lettre est arrivée par courrier recommandé, nécessitant une signature pour la livraison. J'ai appris plus tard d'une cousine sympathique que la main de ma mère avait tremblé en la signant, sentant peut-être déjà que ce n'était pas une communication typique de sa fille si fiable. Une lettre froide et directe, non pas émotionnelle, non pas suppliante, mais factuelle et résolue, avec la voix assurée de quelqu'un qui s'est réveillé d'un long sort de manipulation. Elle notifiait que je retirais mon soutien financier pour le mariage, détaillait l'historique de mes contributions passées avec des chiffres et des dates exactes, et mentionnait en passant que j'étais au courant de la situation concernant l'héritage de ma grand-mère et que je chercherais des conseils juridiques pour le récupérer. Maître Robles avait suggéré cette approche, ne pas commencer par le problème de l'héritage, mais l'inclure comme une note en marge, un tir de semonce. La lettre n'était pas une menace. C'était une déclaration d'indépendance et de fait. L'envoi de cette lettre a déclenché le véritable tremblement de terre. La réaction de la famille Hernandez n'a pas été celle de la négociation ou de la compréhension. Ce fut une fureur déchaînée, une tempête de rage qui a confirmé tout ce dont Maître Robles m'avait prévenu. Quand les gens sont habitués à vous contrôler, avait-elle dit lors d'une de nos réunions, ses yeux sérieux derrière des lunettes élégantes, ils réagissent avec une colère disproportionnée lorsque ce contrôle est menacé. Préparez-vous. Malgré son avertissement, l'intensité de leur réponse m'a choquée. Quelques heures après avoir reçu la lettre, les attaques ont commencé. Des menaces par téléphone, mon père a appelé ma ligne de bureau à plusieurs reprises jusqu'à ce que mon assistante, alarmée, me demande si elle devait bloquer le numéro. Tu ne sais pas ce que tu fais, a-t-il grogné lors du seul appel que j'ai pris, sa voix légèrement pâteuse, suggérant qu'il avait bu. Tu le regretteras, Elena. La famille, c'est tout. Sans nous, tu n'es rien. Des SMS remplis d'insultes ont inondé mon téléphone. Ma mère, habituellement si soucieuse des apparences, a envoyé des paragraphes entiers de vitriol, remettant tout en question, de ma stabilité mentale à mon caractère moral. Pas étonnant que tu sois seule, disait un message. Qui pourrait aimer quelqu'un d'aussi froid et ingrat? Lucia alternait entre des supplications larmoyantes et des attaques vicieuses, parfois dans le même message. Comment peux-tu me faire ça, suivi immédiatement de « Tu as toujours été jalouse de moi, de ce que j'ai et que tu ne pouvais pas avoir ». Elena est devenue folle. L'argent lui est monté à la tête. Elle veut ruiner sa propre famille. C'était douloureux. Chaque mensonge, chaque coup de poignard dans le dos, c'était comme du sel sur la plaie. Certains parents que j'appréciais ont commencé à prendre leur distance. Des amis communs me regardaient étrangement. Je sentais que ma réputation, si durement gagnée, était attaquée par ceux qui auraient dû me protéger. Et puis est venu le deuxième coup, celui qui a failli m'assommer. J'ai reçu un message de Laura.
Laura est ma cousine germaine, presque de mon âge. Nous avons toujours été un peu proches, des confidentes lors des réunions de famille, nous plaignant ensemble des folies des oncles et de la pression familiale. Je pensais qu'elle me comprendrait, qu'elle serait de mon côté. Je lui avais vaguement raconté ce qui se passait. Elle m'a envoyé un message soi-disant de soutien, demandant des détails. Naïvement, je lui en ai dit plus. Je lui ai envoyé des captures d'écran de certains messages de mes parents, épanchant ma douleur. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel furieux de mon oncle Carlos, le père de Laura. Il m'a crié dessus, répétant les mensonges que mes parents avaient racontés, ajoutant des insultes. Il a mentionné des choses que je n'avais dites qu'à Laura. Mon cœur s'est serré. Laura m'avait trahi. Elle avait transmis mes messages, mes confessions vulnérables, à ses parents pour qu'ils les transmettent aux miens ou les utilisent contre moi. C'était le deuxième coup de poignard, mais cette fois, il venait de quelqu'un qui s'était approché en se faisant passer pour une alliée. Ce fut mon point le plus bas. Entre les menaces, la diffamation, la trahison de Laura et le poids des années de douleur, j'ai eu l'impression de me noyer à nouveau. Est-ce que tout cela en valait la peine? Affronter mon propre sang? Je me suis enfermée dans mon appartement, ne voulant voir personne. Les voix de ma famille, anciennes et nouvelles, résonnaient dans ma tête. Ratée. Égoïste. Folle. Mais au milieu de l'obscurité, je me suis souvenu de la voix de Maître Robles. Je me suis souvenu de l'indignation face à l'héritage volé. Je me suis souvenu des rires de mes parents au dîner. Je me suis souvenu pourquoi j'avais commencé tout ça, non pas pour la vengeance, mais pour retrouver ma dignité, mon respect de moi-même, ma vie. Je n'allais pas les laisser me vaincre. Je me suis levée. J'ai essuyé mes larmes. J'ai contacté Maître Robles. Je lui ai parlé de Laura. Elle n'a pas été surprise. Dans ces cas-là, la loyauté familiale peut être aveugle et cruelle. Elle m'a conseillé sur la prochaine étape. Il était temps d'avoir une confrontation directe, avec des preuves, si possible, avec des témoins qui ne pourraient pas être si facilement manipulés. L'occasion s'est présentée de manière inattendue. Ma grand-tante Carmen, une femme âgée et respectée dans la famille, a organisé un repas. Il ne m'avait pas formellement invité, mais ma grand-tante m'a appelé à part et m'a dit « Elena, je sais qu'il y a des problèmes. Viens manger. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Et tes parents seront là aussi. » C'était un piège potentiel, mais aussi une opportunité. J'ai décidé d'y aller. Pas seule. J'ai demandé à Sophia de m'accompagner, non pas comme participante, mais comme ma compagne pour le repas, quelqu'un qui serait simplement là et observerait. De plus, sur les conseils de Maître Robles, j'ai pris un petit dossier avec les preuves les plus convaincantes, les virements bancaires clés, les copies des emails sur l'héritage, et quelques-uns des messages les plus offensants de mes parents et de Lucia. Le repas chez ma grand-tante a été tendu dès le début. Mes parents et Lucia étaient là, souriant avec raideur. Ils me regardaient avec ressentiment. L'atmosphère était oppressante, chargée de silences gênés et de conversations forcées sur des sujets triviaux. Ma grand-tante, perspicace, a essayé d'arrondir les angles, mais l'hostilité était palpable. Après avoir mangé, ma grand-tante, avec son autorité tranquille, a dit « Bon, maintenant que nous avons mangé, je pense qu'il est temps de clarifier les choses. Vous ne pensez pas? Ici, nous ne sommes pas là pour nous battre, mais pour comprendre. » Mes parents ont pris la parole en premier. Ils ont répété leur version des faits. J'étais ingrate, égoïste, déséquilibrée. Je voulais ruiner le mariage de Lucia par pure méchanceté. Lucia a ajouté des commentaires pitoyables sur à quel point « ça fait mal que ma propre sœur me fasse ça ». C'était une attaque coordonnée, pleine de fausseté et d'apitoiement sur soi. J'ai senti la bile me monter à la gorge, mais je suis restée sereine. Sophia, assise à côté de moi, m'a discrètement serré la main. Quand ils ont fini, ma grand-tante m'a regardée. « Elena, qu'as-tu à dire à ce sujet ?» J'ai pris une profonde inspiration. J'ai regardé mes parents, Lucia. La rage glaciale m'a donné de la force. J'ai apporté quelques petites choses, ai-je dit en sortant le dossier. Pas pour me battre,
comme le dit tante Carmen, mais pour montrer la vérité. La vérité sur pourquoi j'en suis arrivée au point de ne plus vouloir payer pour un mariage de plus. J'ai commencé d'une voix claire et ferme, bien que mon cœur battait la chamade contre mes côtes et que ma bouche soit complètement sèche. J'ai parlé des années de soutien financier. Chaque mot semblait être tiré de quelque part au plus profond de moi. De cet endroit où j'avais enfoui tout le ressentiment, toute la blessure, toute la fureur silencieuse d'être utilisée tout en étant rabaissée. Ma voix, étonnamment, n'a pas vacillé alors que j'exposais les faits de mon exploitation. Tu dis que je n'ai que de l'argent, ai-je dit en regardant Lucia, dont le maquillage parfait ne pouvait pas tout à fait cacher les cernes sous ses yeux, preuve de la tension que les dernières semaines lui avaient imposée. Sa bague de fiançailles scintillait à son doigt, un diamant de 3 carats que je soupçonnais qu'elle calculait déjà comment garder même si le mariage tombait à l'eau. Mais cet argent est le résultat de mes efforts. Mes levers tôt et mes nuits tardives à construire une entreprise à partir de rien. Sans relation, sans héritage, juste du travail. Un effort que j'ai utilisé pour payer tes études. J'ai sorti des copies des virements et les ai posés sur la table basse, les papiers faisant un bruit sourd mais définitif en atterrissant sur le bois poli. Des années de transactions, près d'un demi-million de pesos au total rien que pour son éducation. Pour t'aider avec ta voiture, j'ai sorti d'autres reçus. Pour couvrir les dépenses imprévues de papa, d'autres documents. La famille de Miguel, qui était présente, a commencé à paraître mal à l'aise. Certains parents regardaient avec incrédulité. Puis j'ai porté le coup le plus fort. Et quant à dire que je ruine ma famille, ai-je dit, ma voix se brisant légèrement sous la douleur, mais ferme. Vous, maman et papa, vous m'avez volé. Vous avez volé mon héritage. J'ai sorti les copies des emails datant de 10 ans sur l'héritage de grand-mère Carmen. Je les ai d'abord tendus à ma grand-tante, puis j'en ai proposé des copies à d'autres parents présents. Grand-mère Carmen, ma voix s'est raffermie, en regardant ma grand-tante, voulait que cet argent soit pour mon éducation, pour mon avenir. Vous l'avez pris. Vous m'avez menti pendant 10 ans. Les visages de mes parents étaient une étude de terreur et de fureur. Maman balbutiait des dénégations. Papa essayait d'arracher les papiers de la table. Lucia était bouche bée. Et puis le moment décisif s'est produit, celui que je n'attendais pas tout à fait. Ma grand-tante Carmen, après avoir lu les emails, a levé les yeux, plein de tristesse et de déception, et a regardé ses neveux. C'est vrai, a-t-elle dit, sa voix claire et sereine, mais avec un poids d'autorité que personne ne pouvait ignorer. Je savais que Carmen voulait laisser quelque chose à Elena. J'ai posé la question il y a des années, et ils m'ont dit que les choses s'étaient compliquées et que ça n'avait pas été possible. Je ne savais pas qu'ils avaient fait ça. Son témoignage, celui d'une personne impartiale et respectée, a été la validation finale. La scène est devenue chaotique. Mes parents ont crié sur ma grand-tante et sur moi, niant tout malgré les preuves. Lucia s'est mise à pleurer hystériquement, m'accusant d'avoir tout gâché. Le masque de la famille respectable des Hernandez s'est brisé devant plusieurs témoins. Il n'y avait aucun remords dans leurs yeux, seulement la rage que leur tromperie ait été exposée. Je me suis levée à nouveau. Je n'ai plus rien à dire. Les preuves parlent d'elles-mêmes. J'ai regardé mes parents et Lucia une dernière fois. J'espère que tu trouveras un moyen de financer ton mariage, Lucia. Et vous, j'ai regardé mes parents, attendez-vous à avoir des nouvelles de mon avocate au sujet de l'héritage de grand-mère Carmen. J'ai quitté la maison de ma grand-tante avec Sofia à mes côtés. L'air de l'après-midi semblait frais, purificateur. J'avais tremblé. J'avais eu peur, mais à la fin, j'avais tenu bon. J'avais dit ma vérité et j'avais montré les preuves. Le moment de justice n'a pas eu lieu dans un tribunal, mais dans la salle à manger d'une grand-tante, devant des parents. C'était suffisant. Les conséquences pour la famille Hernandez ont été immédiates et douloureuses. Le mariage de Lucia a été annulé. La famille de Miguel, en apprenant le scandale, a rompu les fiançailles. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans le cercle familial. Certains parents étaient indignés. D'autres se sont simplement éloignés de mes parents. Leur réputation a pris un coup considérable. Ils n'étaient plus la famille parfaite et unie qu'ils prétendaient être.
L'argent et le statut qu'ils appréciaient tant ont été affectés. Ils ont dû vendre la petite propriété qu'ils avaient volée pour pouvoir commencer à payer leurs dettes et éviter de plus grands problèmes juridiques concernant l'héritage. Mon chemin n'a pas été facile après ça. Avancer après une rupture familiale aussi profonde ne l'est jamais. La famille Hernandez n'a pas disparu de ma vie du jour au lendemain, comme si on fermait une porte sur un mauvais rêve. Les liens du sang, de l'histoire partagée, des souvenirs d'enfance, ils s'étirent et se tendent mais se brisent rarement nettement. Ils continuent d'essayer de me contacter, parfois avec des menaces voilées sur ce qu'ils pourraient dire à des amis communs ou à des relations d'affaires, parfois avec des tentatives de culpabilisation déguisées en inquiétude pour mon bien-être. La tension artérielle de ton père est montée en flèche à cause de tout ça, m'a écrit ma mère dans un email 3 semaines après la confrontation. S'il lui arrive quelque chose, j'espère que tu pourras vivre avec toi-même. Mon père, dont j'avais financé les soins médicaux pendant des années, n'avait apparemment aucun scrupule à utiliser sa santé comme une arme contre moi une fois de plus. L'approche de Lucia a changé avec le temps. Sa rage initiale a laissé place à des tentatives calculées de réconciliation qui, sans faute, sont toujours revenues à des demandes financières. Tu me manques, Serette, commençait un message, pour se terminer par « Et j'ai trouvé ce petit lieu parfait qui ne coûterait que la moitié de ce que nous avions prévu avant ». La transparence de sa manipulation était presque risible si elle n'était pas si profondément triste. Mon avocate s'est chargée de leur envoyer des communications formelles, établissant des limites claires. J'ai dû apprendre à dire non et à ne pas me sentir coupable. Les attaques sur les réseaux sociaux ont diminué lorsque certains parents ont commencé à défendre ma version ou simplement à demander que les commérages cessent. Le processus de guérison a été long. La douleur de la trahison ne disparaît pas complètement. Elle se transforme. J'ai dû faire le deuil de la famille que j'avais idéalisée, celle qui n'a jamais vraiment existé. J'ai compris que les liens du sang ne garantissent pas l'amour, le respect ou la loyauté. J'ai dû me pardonner d'avoir permis qu'il me traite de cette façon si longtemps, d'avoir eu ces angles morts par amour, ou par besoin d'approbation. J'ai trouvé ma vraie famille ailleurs. En Sofia, dont l'amitié indéfectible a été mon ancre. En ma grand-tante Carmen, qui m'a montré que l'intégrité existe. Chez des collègues et des amis qui m'ont soutenu. J'ai construit des relations basées sur le respect mutuel, l'honnêteté et le soutien inconditionnel, des choses que je n'ai jamais eues dans mon foyer d'origine. J'ai appris la valeur inestimable des limites personnelles. Établir des limites, ce n'est pas rejeter les gens. C'est se protéger. C'est un acte fondamental de respect de soi. Récupérer une partie de l'héritage de ma grand-mère était moins une question d'argent que de principe, de validation qu'il m'avait volé. Ce fut une petite victoire juridique qui a clos un chapitre. Aujourd'hui, 3 ans après ce dîner, je vis en paix. Mon appartement a été redécoré. Toutes les traces de l'esthétique de la famille Hernandez ont été enlevées et remplacées par des couleurs et des textures qui m'apportent de la joie. Les photos de famille, autrefois bien en évidence, sont maintenant rangées dans une boîte dans mon placard, pas jetées, mais ne définissant plus mon espace. J'ai créé un sanctuaire qui reflète la femme que je suis devenue, pas la fille que j'ai été formée à être. Mon entreprise prospère au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Sans le fardeau constant de soutenir le style de vie de ma famille, j'ai pu réinvestir dans mon entreprise, élargir nos services et embaucher du personnel talentueux qui partage ma vision. Nous gérons maintenant des événements pour des clients internationaux. Et l'année dernière, un magazine prestigieux a présenté notre travail en couverture, un accomplissement qui n'a pas été reconnu par la famille Hernandez, mais qui a été célébré avec du champagne et des danses par les gens qui m'apprécient vraiment. J'ai des relations saines maintenant, des amitiés et des liens romantiques construits sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. J'ai même commencé à fréquenter quelqu'un, un architecte gentil et prospère qui voit mon indépendance comme une force, pas comme un échec. Il comprend mes limites en matière d'argent et de famille. Ayant lui-même navigué dans sa propre histoire familiale complexe, j'apprends avec lui ce que c'est que d'être apprécié pour qui je suis, pas pour ce que je peux fournir. Je ressens encore parfois une pointe de tristesse en pensant à ce qui aurait pu être, mais cette tristesse est infime par rapport à la liberté que j'ai gagnée. Je ne suis pas la ratée. Je suis une survivante. Je suis résiliente.
Je suis la propriétaire de ma vie et de ma dignité. L'histoire de la famille Hernandez est un avertissement, je crois, un exemple de la façon dont la cupidité, le contrôle et le manque d'amour véritable peuvent détruire des liens censés être incassables. Mon histoire est un rappel que parfois, pour se trouver, il faut avoir le courage de se séparer de ceux qui nous tirent vers le bas, peu importe qui ils sont. La vraie famille n'est pas toujours celle du sang. C'est celle que l'on choisit, celle qui vous respecte, celle qui vous aime pour qui vous êtes, pas pour ce que vous avez ou ce que vous faites pour elle. En y repensant, je ne regrette pas d'avoir levé ce verre. C'est l'acte qui m'a libérée. Le prix était élevé, oui, mais la liberté. La liberté n'a pas de prix. Merci du fond du cœur de m'avoir accompagné jusqu'ici. J'aimerais vraiment savoir ce que vous avez ressenti en entendant mon histoire. A-t-elle résonné en vous d'une manière ou d'une autre? Avez-vous déjà vécu une situation similaire avec votre famille? Partagez vos pensées et vos émotions dans les commentaires. Je lis tout.